sur les grandes lignes, on s'attendait à peu près à ce qui a été dit, sauf que cette fois-ci, ça a été avancé à partir d'une approche d'une approche scientifique. Je confirme ce que vous disiez au début. La réalité, c'est qu'il y a les inégalités ont très fortement diminué depuis 89, mais actuellement, il y a une stagnation de ces diminutions des inégalités, un fléchissement et stagnation. Fléchissement, stagnation, est-ce que l'on sait à quoi c'est dû ? Alors, plusieurs choses. C'est vrai, quand on part de zéro, c'est toujours plus facile de progresser. Et aujourd'hui, ce fléchissement, il est essentiellement dû au fait que on touche la formation au niveau intermédiaire et supérieur, où il est plus difficile de répondre de façon générale à ces problématiques. C'est pourquoi ce qui a été préconisé en fin de colloque, c'est de dire il faut des actions plus ciblées. On va y revenir. Identifiées, plus ciblées et chiffrées, et ensuite fixer en même temps des objectifs en termes d'échéance. Il y a de nombreuses mesures pour permettre aux Kanaks de se former, d'accéder à des postes à responsabilité. Pourtant, le taux d'emploi des Kanaks reste inférieur de 22 points à celui des autres communautés. On a parlé d'un effet de seuil. C'est ce que les deux universitaires, notamment, ont évoqué. L'effet de seuil dont parle le laboratoire de recherche juridique et économique de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Comment dépasser cet effet de seuil ? Justement, c'est ce que je viens de dire. Il faut aujourd'hui davantage cibler les objectifs. Cet effet de seuil, il est parce qu'on arrive, si vous voulez, dans le bois dur aujourd'hui, c'est-à-dire l'accession des Kanaks à des postes de responsabilité, bien sûr, et aussi à des postes intermédiaires où ils sont largement absents. Aujourd'hui, 35% des Kanaks sont dans l'emploi, au-delà de 30 ans, ce qui, vu de façon globale, et on peut considérer que c'est bon, sauf que ces 35% de Kanaks dans l'emploi se situent dans les niveaux inférieurs, sur des emplois bien souvent précaires aussi. Oui. Alors l'effort doit être maintenu où exactement ? Alors, les dispositifs en place ont montré leur capacité de résoudre une partie des problèmes. Donc il faudra poursuivre ces efforts. Je parle bien sûr des efforts au niveau de Cadre Avenir, mais aussi des efforts au niveau de la Nouvelle-Calédonie à travers ces dispositifs que sont 3 dispositifs, le BTF, la Bourse territoriale de formation, le dispositif Mobilité Métropole et le dispositif Mobilité Québec. Le rééquilibrage, vous l'avez dit durant le colloque, Jean-Louis Dangleberme, c'est un combat de tous les jours. Il faut l'aborder sous un angle ethnique et c'est là la particularité en Nouvelle-Calédonie. Oui, la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que le rééquilibrage, c'est un combat de tous les jours c'est le combat de l'égalité. C'est un combat qui existe partout. Sauf qu'ici, il est ciblé sur la partie, une des composantes de ce rééquilibrage, en tous les cas, c'est la composante ethnique. Donc c'est un combat de tous les jours, mais en ce qui nous concerne, on a pointé à travers ce colloque la différence qui existe d'inégalité du monde kanak dans l'emploi au niveau intermédiaire et supérieur. Ça a été très largement souligné à travers les éléments qui ont été apportés. C'est à nous employer aujourd'hui à trouver les bons moyens. Trouver les bons moyens, ce sera pas facile, sauf qu'il y a un manque de matière, de matière de données. Les chiffres ne sont pas assez précis, que ce soit avec le recensement de l'ISEE ou l'étude prospective emploi-formation de l'IDC. Aujourd'hui, c'est là où le bas blesse. Comment faire mieux Alors, déjà, en ce qui concerne, pour affiner les résultats, il est évident qu'aujourd'hui, le critère ethnique doit être un critère qui doit être utilisé dans les enquêtes ainsi que dans les fichiers administratifs. Sinon, on n'a aucun moyen d'évaluer les politiques, quels que soient les dispositifs, d'évaluer objectivement. Le critère ethnique aujourd'hui, c'est un débat qui est quand même assez passionnel. Vous n'avez pas peur que cela mette quelquefois du feu aux poudres ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. L'un des objectifs de ce colloque, c'était de pouvoir aborder cette problématique sans complexe, sans passion et sans tabou. Je pense que là, l'objectif a été atteint. Je le dis et je le répète. Je veux dire, on peut pas mettre en place des dispositifs
en partant du non-dit. Donc, je disais, je le répète encore, le non-dit ne va créer que des dispositifs médiocres. Donc, il faut pouvoir dire les choses. Ce qui existe d'ailleurs dans les pays limitrophes, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où cette approche, elle est sans complexe et vraiment sans aucun tabou. Et le non-dit, c'est que les jeunes Kanaks accèdent difficilement à des emplois à responsabilité, à des études supérieures et donc à un diplôme, ce qui explique l'apport extérieur de personnes qui ne sont pas du pays, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais là, c'est pas que Kanak, c'est l'ensemble de la population calédonienne, des citoyens calédoniens. Donc l'emploi local protège quelque part dans la mesure où... Mais vous ciblez particulièrement sur les Kanaks, on peut le dire. Autant que faire se peut, l'emploi local protège l'ensemble des citoyens calédoniens. Il se trouve que c'est à l'intérieur de la société calédonienne que nous avons ces inégalités à régler. Oui. Et ces inégalités à régler, pour permettre aux jeunes de réussir, il faut cibler les parents. C'est ce qui a été dit par les chercheurs durant le colloque. Pour Samuel Goro-Ouna, par exemple, enseignant-chercheur, il faut arriver à casser le cercle vicieux. Vous êtes d'accord avec cette perspective ? Oui, absolument. En fin de compte, les déterminants, il y a plusieurs déterminants. Il y a des déterminants qui sont généraux. Le milieu social fait que c'est plus difficile aujourd'hui pour les Kanaks d'accéder à des postes de responsabilité, mais c'est un déterminant qui existe dans tout type de société. Quand vous êtes à Marseille, des quartiers nord, c'est pas la même chose lorsque vous êtes dans le 15e arrondissement à Paris. Et c'est la même chose ici. Donc ça, ce sont des critères généraux. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous a permis... Enfin, moi, ce que j'ai relevé et qui m'a frappé dans ce colloque, c'est que la disparité, elle est importante entre les Kanaks et les non-Kanaks, mais voire même à l'intérieur des Kanaks. Oui. Le cas le plus extrême, à partir de l'approche qui a été faite et chiffrée, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen le plus défavorisé, il est Kanak, de sexe masculin, il habite sur la côte Est, il habite sur la côte Est, spécifiquement sur Tio-Kanala, comme par hasard. Donc, on voit bien qu'il y a une corrélation entre des problématiques générales, en tous les cas, on parle souvent de délinquance, etc., mais le ressenti de ces gens, le fait d'être exclus, je pense que c'est un des facteurs qui explique en partie la réaction des jeunes. Jean-Luc Danglobin, vous restez avec nous, on parlera des solutions juste après, à partir de 7h10. Oui, avec les questions des auditrices et des auditeurs d'NC Première au 258 7h10.